Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1201 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 12 mars 2026. Cette semaine, dans le Flash Actu, DxO Pure RAW passe en version 6. Un petit retour en arrière sur les nouveautés optiques de ce début d'année 2026. Baptiste Soto nous parle astrophoto pour le coup de cœur Fox de la semaine. Et Paris rend hommage à Salgado dans une grande exposition gratuite. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. DxO vient de présenter la version 6 de Pure RAW, son module de développement RAW, qui se voit doté de nouveautés toujours plus intéressantes. Dorénavant, le moteur DeepPrime XD3, dont les algorithmes de réduction de bruit sont basés sur de l'intelligence artificielle, qui permet de reconstituer les textures les plus fines, est utilisable pour les photos de tous les boîtiers, quelle que soit la marque. L'éditeur français intègre aussi un nouveau format d'export DNG compressé haute fidélité, qui permet de réduire par 4 la taille des fichiers. On retrouve aussi un système de suppression des poussières sur les images par intelligence artificielle. Et enfin, DxO améliore les performances et notamment la vitesse de son logiciel grâce au traitement parallèle de tâches et une meilleure exploitation des ressources CPU et GPU de l'ordinateur. DxO Pure RAW est proposé au prix de 119 € ou 79 € pour une mise à jour depuis la version 4 ou 5. Une fois n'est pas coutume, le début de l'année 2026 a été particulièrement riche en nouvelles optiques pour plusieurs constructeurs. On commence avec Canon, qui est sous le signe de l'ultra grand angle, avec un 14 mm f1.4 qui rejoint la série LVCM hybride photo et vidéo et qui est proposé au prix de 2499 €, et un zoom fisheye sériel également, 7-14 mm f2.835, proposé au prix de 1799 €. Nikon, pour sa part, a lancé la version 2 de son 70-200 mm f2.8 constant série S avec des améliorations sur presque tous les plans, notamment la compacité, le poids, la motorisation autofocus, l'ergonomie, la stabilisation et la formule optique. Comptez 3349 € pour ce nouveau modèle ultra haut de gamme. À l'opposé du Spectre, le constructeur a également annoncé un 24-105 mm f4.7.1 entrée de gamme à moins de 600 €. Sigma commence également l'année très fort avec la seconde génération de son 35 mm f1.4 DG en gamme Art qui est proposé au prix de 999 € en monture L et Sony, et un nouveau 15 mm f1.4 APS-C en gamme Contemporary proposé au prix de 499 € en monture Canon, Sony et Fujifilm. Le constructeur a également annoncé le développement d'un nouveau 85 mm f1.2 en gamme Art évidemment, qui devrait voir le jour à la rentrée 2026. Tamron, pour sa part, commence 2026 avec un zoom de voyage haut de gamme, 35-100 mm f2.8 full frame décliné en monture Sony et Nikon et proposé au prix de 929 €. Enfin, Zeiss a lancé aussi un nouveau membre de la famille Otus à mise au point manuelle avec un 35 mm 1.4 proposé tout de même à 2399 €. Et pour terminer, Samyang n'a rien d'annoncé de nouveau, mais a fait le show au CP+, le salon de la photo japonais, en dévoilant plusieurs prototypes, un 60-180 mm f2.8 constant qui serait développé en partenariat avec Schneider Kreuznach. On continue avec Baptiste Soto qui nous parle cette semaine d'astrophotographie. En 2026, on va avoir la chance, au mois d'août, d'avoir une éclipse visible depuis la métropole. Ça arrive pas si souvent et c'est bien évidemment un événement photographique majeur. Outre le fait que c'est absolument magnifique et un sujet photo de premier plan, ça pousse une foule d'amateurs photos à vouloir améliorer sa technique, apprendre, améliorer son équipement pour profiter au mieux de l'événement, et ça, c'est super chouette. C'est donc le bon moment pour traiter des produits dédiés à l'astrophotographie, et ça tombe bien puisque OM System a annoncé une version de l'OM3 Astro récemment qui est dédiée à l'astrophotographie. Donc l'idée d'OM, c'est de rester sur un produit compact, urbain, et de lui ajouter des fonctions totalement dédiées à la photo des étoiles sans faire pour autant exploser le prix. Alors, l'OM3 à la base est déjà très performant en photo nocturne puisqu'il est équipé d'un processeur qui a un LiveMOS 20 millions de pixels qui est très à l'aise en faible luminosité. Il a un mode haute résolution qui permet de coupler
plusieurs images en prise fixe pour aller constituer une même image en très haute résolution. Ça va permettre également de réduire le bruit quand on est en haute sensibilité. L'idée, c'est de compiler 12 images pour en former une seule, qui peut aller de 50 millions de pixels quand on est à main levée jusqu'à 80 quand on est sur trépied. L'OM3 a déjà aussi des fonctions intégrées pour la photographie de ciel étoilé. Donc, il a un AF Starry Sky pour la mise au point précise sur les étoiles, le Live Composite qui permet de faciliter le suivi des traînées d'étoiles, et le Night View qui permet d'éclaircir l'aperçu de la scène et donc faciliter le cadrage pour la personne qui fait la prise de vue. Mais là, on était sur l'OM3 normal. Donc la version Astro, elle incorpore notamment un filtre anti-infrarouge devant le capteur qui va permettre de capturer des nébuleuses rouges et des constellations. Alors, j'adore l'expression de capturer quand on parle d'étoiles, hein. J'imagine le gars avec son petit filet, mais bon, ça c'est une autre histoire. Le filtre va permettre de prendre en photo les formes et les couleurs des nébuleuses qui émettent des ondes de lumière H-alpha. Donc, on peut extraire sur les clichés le tracé rouge de la nébuleuse qui est à peine visible en fait avec des appareils ordinaires. Alors, pourquoi plus les rouges que les autres coloris? Ne me demandez pas de développer, j'ai juste adoré le concept quand j'ai cherché à comprendre le pourquoi sur un site d'astrophotographie. C'est parce que les capteurs CCD et CMOS ont une meilleure réponse quantique dans le rouge que dans le vert bleu. Ah, je ne développerai pas, hein. Il a également aussi des modes incorporant des profils colorimétriques optimisés qui permettent soit de faire des images empilées pour l'astrophotographie, donc quand on photographie que le ciel, soit des images empilées pour des photos de paysages étoilés, donc là où on a à la fois le ciel et un paysage, soit une prise de vue à main levée pour des photos de paysages étoilés, mais dans ce cas-là, sans être sur trépied. Alors, autre précision, comme l'OM3, il est tropicalisé, ce qui peut être une question de survie pour l'appareil, parce qu'on se parle quand même souvent de photos potentiellement en pose longue ou par intermittence en extérieur, donc c'est très important. Et la très très bonne nouvelle, c'est qu'il ne coûte que 200 € de plus que l'OM3. On s'attendait quand même à plus. Donc ça fait un positionnement constructeur à 2200 €. La moins bonne nouvelle par contre, c'est que vous ne pourrez pas l'acheter sur un coup de tête. C'est un appareil qui est produit en quantité très limitée. Donc pour en bénéficier, il faudra le commander auprès de votre vendeur, mais rapidement, n'attendez pas le mois d'août pour vous manifester, parce qu'à mon avis, dès le mois de juin, déjà, ça commencera à être compliqué d'en obtenir. L'OM System OM3 Astro est proposé au prix de 2199 euros. Et pour terminer, la mairie de Paris propose une exposition hommage à l'hôtel de ville dédié au photographe Sebastião Salgado, qui est décédé l'année dernière à l'âge de 81 ans. À travers près de 200 œuvres, dont 114 tirages exceptionnels prêtés par la MEP, la Maison européenne de la photographie, le parcours retrace ces séries iconiques ainsi que ces derniers clichés inédits de Paris. Conçue par son épouse Lélia Wanik Salgado, l'exposition met en lumière l'homme engagé, le père, mais aussi l'écologiste dévoué à la reforestation via l'Instituto Terra. Une section finale est également dédiée aux peintures de leur fils, Rodrigo Salgado. L'exposition est à découvrir jusqu'au 30 mai 2026. Elle est gratuite, mais il est nécessaire de réserver un créneau de visite. Voilà pour le Flash Actu cette semaine. Benjamin, bon, pas beaucoup de nouveaux boîtiers en ce début d'année, mais comme d'habitude, beaucoup de nouvelles optiques et des optiques très chères. Oui, bah, ça change pas trop, mais oui, malheureusement, on peut toujours le déplorer. Alors très cher, oui et non. Je trouve que, une raison gardée, enfin, ce 3350 euros, un 70-200 de 8, ça pique quand même, hein. oui, non, non, bien sûr, mais chez les constructeurs tiers, je veux dire, Ah. notamment Sigma, il y a quand même toujours des efforts qui sont faits pour maintenir un certain niveau de prix, notamment sur des optiques ultra lumineuses, je pense à leur 51.2 ou des optiques comme ça. Quand on compare à ce que font des marques comme Canon, Nikon, Sony en matière de plein format et focale, ouverture équivalente, ça reste quand même un petit peu plus accessible. Maintenant, oui, il y a une actualité sur ce front-là, parce que du côté des boîtiers, je pense que maintenant, la plupart des constructeurs attendent clairement le second semestre, qui est un vrai temps fort identifié. Donc, bon, il n'y a pas énormément de choses à se mettre sous la dent, mais heureusement, au niveau culture, il y a toujours beaucoup, beaucoup de choses. Tu as parlé de l'expo Salgado, il faut réserver en ligne parce qu'apparemment, il y a des queues Il y a pas du monde, possibles. quoi. Ouais, Ouais, forcément. oui, c'est pas les images affichées le long de la mairie à l'extérieur. Il faut vraiment aller à l'intérieur, donc il faut s'inscrire en ligne. C'est gratuit, mais il faut vraiment le faire.
Faut pas espérer comme ça déambuler rue de Rivoli et espérer rentrer. Mais il y a beaucoup de choses. L'expo sur Martine Parr aussi, qui est toujours au Jeu de Paume actuellement. Donc tant mieux. Il y a de quoi faire. Alice Sigma, ils annoncent le développement d'un 85 mm f1.2 qui sera donc disponible en monture E, puisque tu travailles avec du matériel Sony. C'est un objectif qui peut te faire de l'œil, ça, pour ta pratique du portrait? Pour le portrait, pas tellement. Mhm. En tout cas pour le studio, non et après ce serait plus, peut-être pour du reportage. Mais pour du portrait, souvent je m'accompagne de lumières qui me permettent, de pas avoir besoin d'une ouverture, Aussi aussi grande. grande. Ouais, Ouais. Mhm. ouais. Et le 85, il est vachement utilisé en street photo parfois aussi, parce que c'est vrai que pour le reportage, c'est une distance assez intéressante. Ça On- écrase un peu quoi, les perspectives Ouais, et aussi, puis quoi. on met une petite distance quand même, sans voler l'image non plus, mais c'est vraiment une focale qui est très intéressante. Alors après, attention, hein, un 2, ça va être une optique aussi un petit peu plus lourde pour le reportage. Le 1.4 des GDN chez Sigma, il est déjà assez large. Il n'est pas très lourd, mais il est assez visible, imposant. Le 1.2 risque de l'être un petit peu plus. Mhm. Mais on parlait du prix tout à l'heure. S'il est à un niveau de prix comparable à ce qu'ils ont fait sur leur 35 f1.2, même version 2 aujourd'hui, Et le et le 50. 51.2, ça devient très intéressant. Et pour le Mhm. portrait, et pas que, hein, clairement. Alors, on reste dans le registre des optiques. Benjamin, je ne sais pas si tu as vu, mais Fujifilm a amorcé une démarche qui est assez originale et plutôt intéressante, je trouve. Ça s'appelle Focus on Glass et il est possible de voter en ligne sur des futurs projets de développement d'optique en monture X. Et je pense que la marque, en fonction des votes, va plus ou moins orienter ses priorités. Alors, il y a 14 options Mhm. disponibles. Il y a des choses qui sont extrêmement concrètes. Il y a des V2 de certains objectifs un peu incontournables. Et puis, il y a des concepts. Alors, je peux évoquer par exemple le XF 35 mm f1.4 en version 2, avec au choix ou tout cumulé une nouvelle formule optique, un nouvel autofocus qui serait potentiellement plus silencieux, plus rapide et puis un poids allégé. Fujifilm évoque aussi un zoom assez intéressant, un 18-50 mm f1.4 constant. Ils évoquent aussi des séries de focales fixes vidéo ultra lumineuses en T1.2, parce que dans la vidéo on parle en transmittance et pas en ouverture. Et pourquoi pas même des focales fixes à mise au point manuelle. Est-ce que tu as voté pour ça, Benjamin? Alors, voter non, mais je trouve la démarche vachement intéressante. Et pour le coup, je trouve qu'elle mérite d'être saluée, parce que souvent, avec les confrères, consoeurs, quand on est à des conférences de presse, quand on annonce des nouveaux produits, on réclame ce qu'on appelle des feuilles de route optiques, parce que c'est toujours intéressant pour quiconque souhaite investir. C'est quand même pas rien d'investir une monture. C'est bien d'avoir une visibilité sur ce qui va arriver selon sa pratique, selon ce qu'on aime comme focale. Voilà, on peut se dire, tiens, il y a ça qui existe, mais on aimerait peut-être voir arriver telle focale un jour. Et aujourd'hui, hélas, la plupart des fabricants sont très opaques là-dessus. Il y a plus ce qui se faisait à une époque de fournir donc ces feuilles de route avec une année, une silhouette. Voilà. Ça permettait de rassurer les gens aussi, ces feuilles de route. Exactement. Et puis, mais ça se fait de moins en moins. Alors là, je trouve ça, pour le coup, au début, je me suis demandé si c'était vraiment sérieux. Et puis finalement, ça l'est. Et je trouve ça même très précis. C'est-à-dire qu'ils indiquent même des tailles correspondantes en fonction de l'optique envisagée, des ouvertures. Le 35 dont tu as parlé, F1.4, il y a même 3 versions. C'est quand même particulièrement précis. Et pour le coup, pour eux, ça va leur faire une ressource gratuite, qui va être pleinement exploitable auprès de la globalité de leurs consommateurs. Donc, je trouve ça vraiment très malin pour le coup. Donc, oui, bravo. Je continue dans les actualités marquantes de ce début d'année et qui méritent d'être mentionnées ici. Il y a une start-up française basée à Montpellier. On revient un peu dans le domaine de l'astrophotographie, mais plutôt de l'observation des étoiles. Cette start-up, elle s'appelle Vaonis et elle est en train de préparer une version ultra haut de gamme, ultra développée d'un télescope numérique connecté qui va s'appeler l'Hyperia. Et figurez-vous que cet appareil va intégrer l'équivalent d'un 600 mm f4 série L
RF de chez Canon, si bien que le produit en lui-même sera co-brandé Vaonis Canon, ce qui est assez impressionnant. Bon, c'est pour 2027, ça va coûter 90 000 euros, c'est clairement pas pour tout le monde, et ça va utiliser un capteur full frame encore un peu mystérieux, rétro-éclairé, de 45 millions de pixels. Et pour terminer très rapidement, une annonce de Sigma encore. Alors là, pour le coup, très original, puisque, et On sort de la Benjamin, photo, là. tu vas peut-être nous l'expliquer, Sigma se lance dans l'agriculture. Bah, enfin, l'expliquer, non, c'est une annonce, oui, comme ça, voilà, mais qui a pas grand-chose à voir avec la photo, donc c'est un clin d'œil, hein. Oui, effectivement, ils annoncent qu'ils vont s'impliquer dans la production de riz dans la région d'Aizu, hein. C'est la région où ils ont leur usine familiale et artisanale où ils fabriquent tous leurs produits optiques et boîtiers. Euh, voilà, mais c'est une initiative qui peut prêter à sourire, mais qui néanmoins fait pleinement partie maintenant des activités de Sigma, quoi. Et le riz sera servi à la cantine de l'usine d'Aizu et du siège de Sigma, qui est évidemment lui aussi basé au Japon.